Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de Paris-Nice 2024, l'étape numéro 7. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée, avec une étape qui s'est déroulée dans des conditions très difficiles. Il faut déjà saluer tous les coureurs qui ont fini, parce qu'aujourd'hui c'était quand même vraiment pas de la tarte avec la pluie, le froid, ce qui est le pire, hein, je pense, dans les conditions du cyclisme. Là, il faisait vraiment très, 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 très froid. On était dans des conditions. Enfin, il faisait froid, c'est-à-dire que on a l'impression, parce qu'il fait entre 7 et 10 degrés, ça va, mais avec la pluie, en fait, on a le ressenti déjà qui est très faible. Et puis, l'humidité avec le vent, parce que je rappelle que les coureurs se déplacent à 40 km/h sans carrosserie. Bah, ça vous refroidit encore plus et on peut pas mettre non plus 140 couches de vêtements, notamment au niveau des jambes. Donc c'est là où ça devient très compliqué pour rester chaud et beaucoup de coureurs ont eu du mal à finir et ont été transis de froid, notamment au niveau des mains, parce que je crois que le pire ça reste les mains. Moi c'était les mains le pire, hein. Les quelques fois où j'ai fait du vélo en hiver, à une époque j'étais fou comme ça. C'était du froid sec pourtant et c'est les mains. Les mains faut trouver des astuces. C'est pas toujours facile, voilà, pour garder des sensations au niveau du bout des doigts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, les shorts et TikTok juste après l'arrivée des grandes compétitions. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec ce Paris-Nice 2024, étape numéro 7. Journée très compliquée. L'étape était courte, mais ça n'a jamais été hyper dynamique. Pour tout vous dire, on est arrivé, il était 15h15, 15h20. L'arrivée était plutôt prévue un quart d'heure avant. Ça a même dû embêter un petit peu France Télévisions, puisque le match de rugby a démarré quasiment au moment où l'étape est arrivée. Donc moi, par exemple, j'ai raté les 10 premières minutes du match de rugby de Italie-Écosse. Parce que le temps de faire les shorts, le temps de faire tout le bordel après l'étape, bah, c'était pas forcément aussi évident que ça. Parce qu'on a roulé à 38, je crois, un truc comme ça de moyenne. Parce que beaucoup de coureurs n'arrivaient pas à accélérer, malgré cette vitesse-là qui pourrait paraître pas exceptionnelle. Parce que c'est vrai qu'en dessous de 40 km/h dans un peloton professionnel, c'est pas dingue aujourd'hui. Le peloton s'est morcelé énormément et on avait déjà plus grand monde dans le peloton à l'approche du dernier col et beaucoup de leaders étaient déjà plus énormément entourés à ce moment-là. Bon, sinon on a eu une course de côte, c'est-à-dire que bon, même s'il y a eu, ça a roulé, notamment il y a eu quelques accélérations, j'ai envie de dire, des équipiers de Remco Evenepoel, ça s'est résumé à une course de côte et surtout à partir du sprint intermédiaire, j'ai envie de dire, où c'est là où ça a été la différence. Et ce soir, j'ai encore ce sentiment que Remco s'est fait un peu avoir au niveau stratégique. Je pense que c'est vraiment un domaine où il doit progresser sur les courses par étapes. Remco Evenepoel et son équipe aussi, parce qu'il n'y a pas que lui. Vous savez que ça fait 2 jours où je dis Remco Evenepoel, mais il faut aussi prendre. Alors, pour moi, hier, les directeurs sportifs ne pouvaient pas savoir que Jorgensen était parti et qu'il était dans la roue. Voilà, parce que c'était un peu le bordel dans le final et je suis pas sûr que ça passait. Donc là, dans ce cas-là, il faut une intelligence de course. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il n'a pas été aidé par ses équipiers, je pense. Parce que Van Wilder, Vervaeke n'ont pas imprimé un gros tempo. Donc ça a été un premier souci. Et puis oui, au niveau de la stratégie dans son équipe, au niveau des oreillettes, ça n'a pas été évident. Et puis il faut quand même le dire aussi, sur cette étape du jour, Jorgensen, il n'a pas été très finaux sur cette étape. Mais c'est vrai que pour Remco Evenepoel, c'est encore frustrant parce que tu te dis, les jambes ont l'air de tourner plutôt pas mal. Alors, j'ai pas l'impression que c'est le meilleur Remco Evenepoel qu'on ait vu, mais les jambes tournent pas mal et je pense qu'il n'est pas en dessous des McNulty et Jorgensen. Le problème, c'est que au niveau tactique, ça a un peu pêché. Mais ça va être intéressant sur cette course-là parce que ça va lui montrer qu'il doit encore faire des progrès dans ce domaine-là, qu'il doit travailler ce domaine-là. Peut-être aussi, alors je ne sais pas si c'est son cas, mais une bonne méthode, je pense, pour progresser techniquement,
c'est de regarder du cyclisme, tout simplement. C'est de regarder des courses de cyclisme, de regarder beaucoup de cyclisme. Alors, il y a des coureurs cyclistes qui ne regardent pas de cyclisme. Moi, j'ai jamais compris cette idée-là, mais il y a des coureurs qui ne regardaient pas de cyclisme. Je crois que c'était chez GCN. Il avait dit ça, je crois, Pato Pesto. J'ai oublié son nom. Qui est maintenant et plus sur JCN, et depuis que c'est les nouveaux, moi je regarde plus. Je trouve ça nul à chier maintenant, JCN. Loïc Chetou, voilà, j'ai retrouvé son nom, qui je crois disait, il regardait pas de cyclisme, je crois, en dehors. Et moi je trouve que c'est, pour s'améliorer techniquement, il faut que tu connaisses tes adversaires. Si tu connais pas tes adversaires, tu peux pas progresser techniquement, parce que tu peux pas anticiper ce qu'ils sont en capacité de faire. Donc pour connaître ses adversaires, la meilleure solution c'est de les voir en course. Et tu peux pas avoir toujours les mêmes adversaires sur toutes les courses où tu vas. Donc forcément, il faut connaître. Je pense qu'il faut suivre les résultats, faut manger cycliste, faut bouffer cycliste tous les jours. Ou faut payer quelqu'un pour vous aider à faire ça. Mais là, il y a un vrai souci, je pense. Du côté de Remco Evenepoel, je pense, cette connaissance peut-être de ses adversaires et de connaissance surtout tactique, je pense, de ses adversaires. C'est peut-être là où ça a manqué. Mais on a encore l'impression ce soir qu'ils n'ont pas tenté grand-chose. Pour le moment, Remco Evenepoel, il n'a pas tenté grand-chose sur cette semaine de compétition. Ce qui est très rare parce que c'est quand même plutôt un coureur qui va créer du mouvement sur Liège-Bastogne-Liège, sur les classiques, sur la classique à Saint-Sébastien, même quand il tombe sur le Tour de Lombardie, c'est plutôt lui qui essaye de créer des mouvements de course, qui suit bien les mouvements de course. Et là, j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, il a un temps de retard, il a un train de retard. Donc c'est un peu le souci. Et Vlasov, lui, il a anticipé, et ça lui a plutôt bien réussi. Puis il a profité du surnombre, je pense, avec Roglic, ce qui a un peu aidé. Et puis il était moins surveillé que les autres, pas dangereux au général. Donc bien joué de la part d'Alexandre Vlasov sur cette course, sur cette étape du jour. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur top, Vlasov. Il a bien joué. Non, il a très bien joué, Vlasov. C'est-à-dire que il savait, lui, il n'était pas très dangereux au général. Donc pas très dangereux au général, il fallait tenter un truc, il fallait anticiper. Il a anticipé. Il a profité aussi du sprint intermédiaire qui était à mi-montée, ce qui a un peu désorganisé peut-être certaines équipes. Et puis il s'est dit, là maintenant il faut que j'y aille. Il faut que j'accélère à ce moment-là, et puis il faut que je tente le coup. Et ça a marché. Je dis souvent, un coureur, parfois il faut qu'il soit opportuniste. Je parlais notamment de McNulty la dernière fois, je crois, au niveau de l'opportunisme. Ou Vingegaard. Pour moi, un coureur, de temps en temps, il faut qu'il soit opportuniste. Et surtout, il ne faut pas qu'il ait peur de tout perdre. Ce que je reprochais à Polite, par exemple, qui veut tellement pas perdre qu'il qui court de manière stupide, je trouve. Là, Vlasov, il s'est dit, je peux tout perdre. C'est-à-dire que je fais mon attaque. Peut-être qu'après, le peloton, Evenepoel va me revenir dessus et qu'ensuite, je vais être 15e de l'étape, 20e de l'étape. Mais à des moments, il faut savoir prendre des risques. Et puis Vlasov, c'est une période de l'année où il est toujours bon. Mars, février, il avait gagné sur le Tour de la Provence. Il avait gagné sur le Tour de la Communauté de Valence. Il avait gagné aussi, c'est fin mars, Romandie. Non, c'est plutôt fin avril, le Tour de Romandie. Mais c'est une période de l'année où il est souvent très bon. Il avait gagné sur le Tour de la Provence en haut Alors c'était le Chalet Bernard, hein, je crois me rappeler, quand il s'impose. Vlasov, c'est une période de l'année qu'il apprécie. Les conditions fraîches, ça ne le gêne pas. Donc c'était une étape qui pouvait lui convenir. C'est vrai qu'on ne le mettait pas parmi nos favoris. Mais ça aurait pu être une grosse cote que j'aurais pu mettre ce matin en réfléchissant après coup. Alors pour tout vous dire, demain j'ai mis un des coureurs en favori. Je me suis dit, en fait, après coup, je suis complètement débile. Je vous demande vraiment de le trouver, vous allez comprendre assez vite, parce que normalement, si vous êtes un petit peu fut-fut, vous allez comprendre demain sur la présentation de Paris-Nice. J'ai mis un mec, je me suis dit, quand j'ai regardé l'étape, parce que j'ai enregistré hier, ce matin à 9h, je me suis dit, putain, quand j'ai regardé
Quand je me suis remémoré ça, mais je me suis dit, mais je suis complètement con en fait. À ce moment-là, je me suis dit, putain, mais c'est complètement débile le mec que j'ai mis en favori. Bon, vous verrez ça demain. Ça va vous faire marrer, je pense. Donc ouais, Vlasov, il fallait tenter le coup et puis il a très très bien géré son effort. C'était son gros défaut en début de carrière, même Vlasov. C'est un domaine où il a énormément progressé, c'est la gestion de l'effort. Parce que c'était un mec qui avait tendance à s'emballer et à craquer, genre à 3 bandes de l'arrivée, 4 bandes de l'arrivée. C'est-à-dire il faisait des grosses attaques et ensuite il était complètement HS. Et il a vraiment, dans son évolution de carrière, je trouve que c'est un domaine où il a vraiment travaillé ce point faible. Et aujourd'hui, quand il attaque, il arrive à tenir longtemps. Et puis Vlasov, bon, bah, il est aussi dans une situation où faut qu'il se monte quand même. Parce qu'il est plus leader chez Bora, mais bon, quand tu vois ce que fait Inlay en plus de l'autre côté sur Tirreno, bah, il y a un moment, il faut quand même se montrer un minimum. Donc c'est plutôt pas mal et c'est un bon timing pour Vlasov. Du côté de Roglic, alors j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux pour Roglic. J'ai l'impression que ça a été compliqué au début, on se souvient de la première étape, où il avait eu du mal notamment à suivre les attaques de Remco Evenepoel. Sur le contre-la-montre, il y a eu un problème de gestion de l'effort, ils se sont complètement plantés. Au Montbrouilly, c'était pas top non plus. Hier, c'était déjà un peu mieux. Et aujourd'hui, je trouve que c'était encore un peu mieux par rapport à la veille. Donc je dirais que ça progresse du côté de Roglic. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Puisque ça montre qu'on va dans le bon sens. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à évoluer en termes de forme, c'est un petit peu inquiétant. Là, je trouve que ça évolue bien du côté de Vlasov et surtout du côté de Roglic. J'ai mis 2 coureurs français dans les autres coureurs top. Le premier, c'est Paré-Peintre. On comprend mieux la stratégie de l'équipe Decathlon par rapport à hier. C'est-à-dire que hier, ils ne roulent pas du tout Decathlon. Alors, on s'était dit pourquoi ils roulent pas du tout. C'est vrai qu'ils ont 2 hommes. Et moi, j'ai même dit dans les commentaires, c'est vrai qu'ils auraient pu sacrifier Paré-Peintre. Alors, j'avais dit, bon, ils n'ont pas roulé. Peut-être aussi parce qu'ils voulaient pas emmener Remco Evenepoel sur un plateau et qu'ils n'avaient pas forcément la bonne carte, quoi. Et ils avaient peur de Remco Evenepoel. Ce qu'on m'a dit, c'est que quand tu cours de cette manière-là, tu peux pas gagner. J'étais d'accord là-dessus, mais je disais, face à Remco Evenepoel, je vois ni Félix Gall ni Paré-Peintre battre Remco Evenepoel. Mais je pense aussi qu'on n'a pas roulé hier, parce que Félix Gall, il sait qu'il n'est pas encore au top physiquement, tout simplement, et que si on avait roulé hier, on aurait peut-être montré les difficultés de Gall, et on aurait peut-être sacrifié surtout Paré-Peintre, et pas permis à Gall aujourd'hui de rester dans le top 10, et on s'en serait peut-être mordu les doigts sur l'étape de demain. Là, on a vu quand même du très bon Paré-Peintre aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, encore une fois, c'est cette équipe, on a l'impression que le changement de matériel, ça l'a remobilisé complètement. Parce que quand tu vois les résultats depuis le début de saison, c'est vraiment très très bien. Et Paré-Peintre, il fait 6ème de l'étoile de Bessèges. Il est dans le bon groupe sur la classique VAR. Il est 3ème du Tour des Alpes-Maritimes. 9ème de la Faune Ardèche classique. Il n'avait pas fait la Drôme classique, mais on est encore dans cette bonne évolution en termes de résultats. 6ème à la Colle-sur-Loup, déjà hier, et puis 9ème aujourd'hui à la Madone-Dutel. On va voir demain, j'espère que ça va tenir pour lui. Ça sera intéressant de voir où il en est Paré-Peintre. Coureur qui est en fin de contrat. Ça va peut-être intéresser certaines équipes quand on voit son profil. Voilà, un grimpeur qui progresse. Avec des bons résultats, vainqueur d'une étape sur le Giro en 2023 face à Leknesund et Tom Skujns, qui était à Lago Laceno, et je pense que ça lui a permis de progresser. Quand on regarde ses résultats, on voit que c'est un coureur qui est plutôt en bonne évolution. Là, il avait fait une très bonne saison 2021, notamment quand il avait remporté le Grand Prix de la Marseillaise, 9ème de Paris-Nice. Mais là, on voit que c'est un coureur qui repart sur ces bases-là. Après une saison 2022 qui avait été compliquée, il repart sur un bon niveau. Giro, cette année, c'est un coureur qui peut totalement viser un top 15 sur le Giro, mais il aura surtout un travail autour de Ben O'Connor, normalement, sur cette épreuve, où il y aura les 2 frères Paré-Peintre, normalement, qui sont prévus du côté de Decathlon, parce qu'il y aura Valentin et Aurélien. Aurélien qu'on a vu notamment sur pas Aurélien,
pardon, Valentin, parce que là c'est Aurélien qui est sur Paris-Nice, hein, on va arriver, mais où on a vu euh, son frère, donc Valentin, je vais y arriver, son frère cadet, oui, qui avait été très bon sur l'UAE Tour, et pas mal également sur le Tour de Lander où il avait pris la 8e place. Et lui, il sera sur le Tour de Catalogne pour poursuivre. Tour de Catalogne, je crois qu'il y aura du bon monde, hein. Ça sera dans 9-10 jours. Ça sera pas cette semaine, mais la semaine d'après, le Tour de Catalogne. On aura du Vlasov, tiens, au départ. On aura Guillaume Martin. On aura Jevine avec Almeida, les Knesund. On aura Heidebrook également avec Sepp Kuss. Caden Groves aussi du côté des sprints. Avec Axel Laurence aussi. Fortunato au départ. Lenny Martinez, Goggenhardt. Landa avec Van Wilder. Simon Yates aussi. Ouais, non, il y aura du bon monde. Il y aura même Van Edvelt, tiens, aussi, du côté de l'Autodestiny. Parce que ça peut lui convenir, hein, le parcours du Tour de Catalogne. Je continue avec Evan Kostiu, qui confirme, hein, 15e aujourd'hui, Evan Kostiu, juste derrière Van Wilder, dans un groupe avec Steph Kras et Lorenz de Plus. Devant Joao Almeida, devant Louis Vervaeke, devant Terrada, qui était lâché, mais devant Quentin Paché, par exemple, du côté d'Evan Kostiu, c'est très bien à 21 ans, surtout dans des conditions climatiques comme on a eu aujourd'hui. C'est pas toujours évident pour les jeunes coureurs parce que ils n'ont pas toujours l'expérience de ces situations-là, donc parfois on s'habille pas correctement, on fait pas les choses de manière correcte. Même si on s'aperçoit que les jeunes coureurs vont de plus en plus vite au haut niveau. Alors c'est pas que dans le cyclisme, hein, j'ai envie de dire, parce que regardez en Formule 1, ce qu'a fait le petit Birman qui était en F2 pour remplacer Sainz, on voit que dans beaucoup de sports, on arrive de plus en plus jeune à maturité et avec un minimum d'expérience et de niveau. Et du côté d'Evan Kostiu, c'est très 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 bien. Du côté du coureur français. On a vu Kevin Vauquelin également pas mal aussi sur le Tirreno Adriatico, mais là, s'il arrive à tenir ce résultat-là, c'est-à-dire un potentiel top 15, parce qu'il est, il est 18e. Alors, il y a Terrada, mais Steph Kras, je ne sais pas s'il va réussir à tenir encore longtemps. Et Lorenz de Plus, mais son objectif c'était top 20, pour l'instant il est totalement top 20, et surtout il a 3 minutes d'avance sur Will Barta, et quasiment 5 minutes sur Yanis Voisard, qui est 21e, donc le top 20, ça sera bon. Peut-être encore possibilité de faire plus, pour un coureur qui l'année dernière avait une première saison plutôt calme, à part Paris-Camembert, on va dire, qui avait été un bon résultat, mais c'est vrai qu'en dehors des courses françaises, ça avait été un petit peu calme. Là, on progresse bien, après avoir été très offensif, notamment sur le Tour de la Provence et sur le Tour des Alpes-Maritimes, et des Alpes-Maritimes, parce que chaque fois j'ai envie de rajouter Var, mais ce n'est plus le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, c'est que le Tour des Alpes-Maritimes, avec la classique Var maintenant qui est à part. Donc non, bon résultat de la part d'Evan Kostiu et il peut être satisfait de sa course. Encore une fois, conditions compliquées aujourd'hui, donc finir dans le top 15 avec du bon monde autour de lui, c'est vraiment un bon résultat. Il finit devant Jevine par exemple, devant Zimmerman, devant Bilbao, devant Guerrero aussi, devant Godu par exemple là au niveau du général. Donc c'est vraiment bien pour le moment du côté d'Evan Kostiu qui a gagné. Aujourd'hui il a gagné. Que je retrouve 4 places au général pour rentrer dans le top 20, donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'a fait le français. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, je commence avec Quick Step. Certes, Remco Evenepoel n'est pas exemple de tout reproche sur cette semaine, jusqu'à maintenant de compétition. Certes, il y a eu des erreurs, mais je trouve que au niveau tactique, encore une fois, c'est pas le seul fautif. Je trouve que dans la voiture, on n'a pas été parfois assez réactif. Là aujourd'hui, je pense qu'il y a un moment, il faut dire à Remco d'attaquer plus tôt. Il attaque, on est à 5 bornes de l'arrivée, il n'y a plus de gros pourcentage. Déjà qu'il n'y avait pas énormément de gros pourcentage sur cette montée. S'il voulait faire la différence aujourd'hui, il fallait qu'il parte de bien plus loin. Alors après, est-ce qu'il avait les jambes ? Mais de toute manière, en attaquant à ce niveau-là, ça n'avait quasiment pas d'intérêt.
C'est-à-dire qu'il aurait mieux fallu attaquer, ne pas attaquer en fait aujourd'hui et presque garder de l'énergie pour demain. Je me suis même dit à un moment, Remco Evenepoel il va peut-être tenter ça. Je me disais c'est quand même bizarre parce qu'ils ont roulé notamment avec Lampard une grande partie de la journée. Mais je trouve surtout que son équipe n'a pas été très solide aujourd'hui. Et Lampard, par exemple, bon, c'est pas mal, mais Lampard, on sait très bien qu'en montagne, c'est pas suffisant. Là, en montagne, c'était encore. Il y a Moscon aussi qui a un peu travaillé en début de journée. Mais Cataneo, par exemple, on l'a assez peu vu aujourd'hui. Je trouve que Vervaeke et Van Wilder n'ont absolument pas imprimé un rythme dévastateur. Ils ont pris la tête du peloton au pied de colle. Bon, parce qu'au départ, c'était Pedersen qui a fait un gros tempo avant le col pour tenter de mettre la Lidl Trek en bonne position et Schialmose. Et donc, quand eux, ils prennent en main le rythme du peloton, alors on perd les quelques sprinters qui avaient fait un gros tempo sur le plat avant l'arrivée dans la montée, mais en gros, pendant 7 bornes, personne n'a été largué quasiment avec leur tempo. T'as Guerrero, je crois, et Almeida, parce que Tarada était déjà lâché d'avant. J-Vile, je crois que c'était aussi avant. Me rappeler, donc il n'y a pas grand monde qui a été largué. Bah, Ivan Kosciu était toujours dans le bon tempo, Chris Harper aussi. Personne n'a été mis en difficulté par le tempo de ces deux coureurs-là. On a roulé pendant 7 km, enfin 6, on va dire précisément, à un tempo qui n'a mis en difficulté personne sur la Madone Dutel. Ça, c'est quand même un petit peu problématique. Avec un Louis Vervaeke qui a fait quand même qui est resté en tête, je pense, au moins 5 km. Van Wilder, il a disparu très vite. Et surtout, comme ça roulait pas assez vite, et là, ça a été, je trouve, le comble, ça a fait mal quand même mentalement aux équipiers de la Quick-Step, Ineos décide d'accélérer. C'est-à-dire qu'on est à 8 km 300, je crois, à peu près de l'arrivée, Ineos passe devant, parce que Ineos considère que ça va pas assez vite. Ça fait un peu mal au cul, quoi, du côté de Quick-Step. Quand tu es à l'avant de la course, que tu mènes le rythme et qu'il y a une autre équipe qui dit mais putain, mais on avance à 2 heures l'heure, c'est pas suffisant, encore une fois, c'est un problème. Et je trouve que le rythme qu'ils ont imposé n'était absolument pas dévastateur. Ça a fait mal à personne, encore une fois. Il y a des coureurs qui étaient assez tranquilles dans les roues, hein. Je pense Buitrago, je pense Paré-Peintre. Et ça, c'est un petit peu inquiétant parce que pour gagner un Tour de France, il faut une équipe. Alors, il y a eu le cas Pogacar en 2020, mais déjà le Tour de France 2020 est quand même un Tour de France atypique. Et heureusement quand même que Roglic a craqué lors du contre-la-montre, qu'il a fait un énorme contre-la-montre et quand même Roglic a un peu craqué sur la super planche des belles filles. Parce que sinon, le fait de ne pas avoir d'équipe lui aurait coûté la victoire sur le Tour de France, parce que les 40 secondes qui paument sur le coup de bordure, je crois que c'est à Carcassonne, dans un coin comme ça, après la chute, mais parce que son équipe n'est pas en capacité de le ramener. Parce que je rappelle que Pogacar, la première année, il n'y a que de la Cruz autour de lui en montagne. C'est ensuite qu'il a un peu amélioré son équipe, et tu t'aperçois qu'ils ont fait quand même des gros recrutements cette année UAE, et l'équipe qui va être emmenée autour de Pogacar sur le Tour de France va être plus costaud, parce qu'ils se sont bien aperçus que il faut quand même un minimum d'équipiers solides. C'est ce qui a fait la différence pour la Visma Leasebike sur la Vuelta. Pourquoi ils ont été imbattables sur la Vuelta? Parce qu'ils avaient une énorme formation en montagne. Tu avais du crossbike, tu avais une équipe sensationnelle en montagne par rapport même au Tour de France et au Giro. Il faut une équipe quand même un minimum solide pour gagner un grand tour. Gauguenard, quand il gagne le Giro, il a Rohan Dennis. Quand Roglic gagne le Giro l'année dernière, il a Sepp Kuss. Et encore, son équipe est quand même très faible. Ça aurait pu lui coûter aussi un résultat. Il faut des équipiers de qualité. Alors certes, là il n'y avait pas Landa, par exemple, mais bon, est-ce que avec l'équipe qui est prévue sur le Tour de France, ça sera suffisant pour aider Remco Evenepoel quand il sera en difficulté ou dans les étapes de montagne? Il va falloir muscler son jeu. Alors je suis assez surpris du côté de Van Wilder, c'est que moi je l'avais trouvé très bon en fin de saison, Van Wilder. Van Wilder, on l'a vu également du côté
On l'a vu où cette année en début de saison? Oui, sur l'UAE Tour, où c'est pas mal, il est quatrième. Tu vois, il avait fait 3 top 10 sur les courses en Espagne, le Challenge de Majorque, et puis il finit sur les chapeaux de roue l'année dernière, notamment avec sa victoire sur les 3 vallées vérésines, mais surtout le Tour d'Allemagne, le Tour du Luxembourg, Tour de Pologne. Il avait été très bon. Il avait fait un Tour d'Italie très intéressant en prenant la 12e place. Alors est-ce que du côté de Van Wilder, le choc thermique avec l'UAE Tour, il a eu du mal à le gérer parce que le 25 février, il était sur l'UAE Tour, le 3 mars, il était sur Paris-Nice, donc il y a eu le décalage horaire dans la tête, plus les conditions climatiques, et aussi il y a quand même une différence au niveau température entre l'UAE Tour et ce Paris-Nice qui est très difficile en termes des conditions climatiques. Mais les conditions climatiques difficiles, ça ne le gêne pas, parce que l'année dernière sur le Giro, on a eu des conditions climatiques qui n'étaient pas forcément simples, et il a réussi à bien s'en sortir. Donc ouais, il y a un truc où il va falloir progresser quand même du côté de l'équipe autour de Remco Evenepoel, parce que déjà tu peux pas te contenter seulement de Van Wilder, tu peux pas te contenter seulement de Mikel Landa, parce que encore une fois, si tu as des coureurs qui sont en difficulté, il faut pouvoir, ça s'inverse. Par exemple, quand Chris Froome, Richie Porte était en difficulté, il avait Henao. Il y avait toujours un mec pour l'aider en plus. Donc là, Van Wilder, il va falloir que Quickstep progresse. Voilà. Ça c'est, je pense, ça va être important. Alors autre coureur qui pour moi s'est raté au niveau tactique, Jorgensen. Je vois pas pourquoi il n'a pas roulé Jorgensen aujourd'hui. Aujourd'hui, il avait l'opportunité d'aller prendre le maillot jaune de Paris-Nice. Sauf que, comme il n'a pas relayé Remco Evenepoel, ce qui pour moi est une mauvaise idée, bah il prend pas 4 secondes, il lui manque 4 secondes à l'arrivée. Si demain, il lui manque 2 secondes, 1 seconde, il pourra se reprocher de ne pas avoir pris la tête du général lors de cette étape 7, parce qu'il avait l'opportunité de prendre la tête du général, et là, je trouve qu'il a fait une erreur au niveau tactique. Alors peut-être parce que il l'a dit en interview ce matin, il connaît McNulty, il est pote avec McNulty, donc peut-être qu'il n'a pas voulu tuer son meilleur ami, enfin un de ses bons potes. Ça peut arriver, hein. Moi j'ai toujours pensé, par exemple, que sur le Tour de France 2020, Roglic, quand on est à la montée des Glières, il est en capacité de tuer le Tour de France à ce moment-là, parce que Pogačar n'est pas au top ce jour-là, et il tue pas le Tour de France sur cette étape-là. Et moi, je me suis toujours dit, quand l'étape qui est remportée, je crois, par Kwiatkowski, ce jour-là, et je me suis toujours dit, il fait une énorme erreur, parce que ce jour-là, pour moi, Pogačar, quand on est dans la montée des Glières, il est vraiment en grande difficulté, il est dans les cordes, sauf qu'il ne lui a pas asséné le dernier crochet qui lui permet de l'envoyer KO. Et ben là, Jorgensen aujourd'hui, il pouvait mettre KO McNulty, il ne l'a pas fait. Parce que s'il décide de collaborer avec Remco Evenepoel, déjà, on peut peut-être revenir sur Vlasov, donc prendre plus de secondes de bonification, mais surtout, ils peuvent larguer McNulty. Hein. Et après Jorgensen, déjà que Buitrago avait été lâché, enfin voilà, il y avait une grosse opportunité d'aller chercher le général. Donc je pense que c'est un mauvais coup tactique. Alors, encore une fois, peur de Remco Evenepoel, mais du côté de Jorgensen, je pense qu'on a des qualités à faire valoir. Et puis on est en forme, et puis on aime les conditions climatiques du côté de Jorgensen. Parce que quand je ne sais plus sur quel classique ardennaise il est performant l'année dernière, c'est sous la flotte. Mais là, je pense qu'il s'est raté. Vraiment, tactiquement, il y a eu un raté. Donc c'est dommage pour Matteo Jorgensen. J'espère qu'il ne le regrettera pas demain. Et puis je termine avec Terrada. Je pense que c'est l'un des changements de roue les plus lents d'histoire. Bon, déjà, il s'arrête. On dit toujours qu'il faut éviter de s'arrêter. Il faut toujours essayer de continuer à avancer tant que votre voiture n'est pas derrière. Bon, lui, il s'arrête. Peut-être parce qu'il ne pouvait plus. Hein. La roue était peut-être complètement à plat. Et sous la pluie, il n'a pas voulu prendre le risque et se vautrer par terre. Surtout que c'était dans une zone qui était technique. Le problème, c'est que derrière, la voiture met beaucoup de temps avant de récupérer Terrada. On décide de ne pas changer de vélo, de changer de roue. Sauf que le changement de roue avant, on aurait dit un arrêt au stand des meilleures années de chez Ferrari.
Ça a pris un temps, mais un temps monstre. Et à l'époque de Binotto, hein, de Ferrari, à l'époque de Binotto, c'était quelque chose quand même en 2022. Regardez les aérostands de Ferrari, vous allez vous marrer. Parfois, la roue qui est pas là, tu sais pas pourquoi elle est pas là. Euh, et je pense que du côté de Terrada, voilà, on perd la course à ce moment-là, et c'est frustrant parce que je pense que les jambes de Terrada n'étaient pas si mauvaises que ça. Que ça soit Butrago et Terrada, je pense qu'ils auront des regrets en se disant bon, on a été mis hors course, mais sur un fait de course quasiment, et pas à cause de nos jambes, pas à cause de notre condition physique. C'est vrai que Terrada, bah, il perd 2 minutes dans cet arrêt. C'est énorme pour un changement de roue, c'est énorme. Et bah là, ça a été compliqué. Mais c'est là où tu vois la différence entre les équipes qui sont performantes et les équipes où c'est plus difficile. Ça se joue aussi sur les mécaniciens. Ça se joue aussi sur le niveau des mécaniciens. Il y a des mécanos, je ne sais pas comment ils font, ils arrivent à changer les roues en 10 secondes. Il y a des équipes où changer une roue, ça prend 3h30. Alors je ne sais pas si c'est un problème d'équipement, si c'est juste un problème de préparation, d'entraînement, parce que je pense que, comme en Formule 1, il faudrait que les mécanos, alors je ne sais pas si ça se fait peut-être dans certaines équipes, mais il faudrait que les mécanos s'entraînent à essayer de changer les roues les plus vite possible. Parce que entre un changement de roue qui dure 10 secondes, départ arrêté, et un changement de roue qui prend 35 secondes, c'est 25 secondes. Et les 25 secondes, ça aurait peut-être permis à Terrada de revenir dans un groupe qui aurait pu l'aider pour revenir dans le peloton, qui aurait pu lui permettre de consommer pas trop d'énergie sur le plat, pour pouvoir attaquer d'entrée dans la montée et récupérer le groupe Remco Evenepoel. Sauf que l'arrêt dure 3 plombes parce que le changement de roue est pas bon. Et ensuite, il se retrouve tout seul quasiment parce qu'il a quasiment pas été aidé. Et ça a été très difficile. Et c'est là où tu vois qu'une équipe comme Astana aujourd'hui, Astana, ils étaient à la pointe en 2007. Quand ils arrivent, 2007, 2008, 2009, voilà. C'est vrai qu'on se dit que ça fait quand même depuis 5-6 ans où Astana, je dirais, c'est le même problème que je disais de Jean-René Bernodeau et de Total Energy, où je dis l'équipe travaille comme en 2004. Et Astana, ils travaillent comme en 2010-2011. Ils n'ont pas évolué. Et c'est une équipe qui a régressé dans la hiérarchie parce que contrairement à d'autres formations qui ont réussi à doubler, tripler leur budget, Astana, le budget a un peu évolué, mais ils sont passés d'un budget à 10 millions d'euros à 15 millions, quoi, ou à 16 ou 17. Donc, quand on voit que la moyenne, à peu près, c'est 2,5-3 d'évolution de budget sur 10 ans, eux, ils ont peut-être gagné que 4 millions d'euros en plus, quoi. Mais c'est un tout, au bout d'un moment, qui fait que tu es moins performant. Et aujourd'hui, Astana, pourquoi ils sont aussi loin dans la hiérarchie ? Déjà parce que leur équipe n'est pas exceptionnelle, parce qu'ils n'ont pas un gros budget. Mais quand tu as des mécanos qui font des arrêts oscillants, on s'aperçoit aussi qu'ils ont des vélos Villiers. C'est techniquement les mêmes vélos que Groupama FDJ, sauf que leurs vélos, ils sont plus lourds. À la pesée sur l'UAE Tour, il y avait, je crois, 200-300 grammes d'écart entre les deux vélos. Donc c'est peut-être les roues qui sont trop lourdes, mais c'est un ensemble. Au bout d'un moment, c'est un ensemble qui fait que tu es moins performant. C'est pas que les coureurs, c'est un tout, je pense, du côté de chez Astana. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!